L'entropie, c'est un terme, c'est une grandeur physique qui, dit-on, mesure le désordre croissant dans un système, on va dire, par abus de langage dans la nature. Et donc, mon spectacle s'appelle Entropie parce qu'il parle un petit peu de tout cet excès d'agitation, notamment autour de la vie ultra connectée, de l'innovation, des nouvelles technologies qui nous bouffent. Et bien sûr le réchauffement climatique, il parle un petit peu de cet excès d'agitation et donc j'essaye de faire rire à travers des petites choses du quotidien finalement, notamment notre rapport à la technologie et puis mon rapport un peu archaïque à la technique, moi qui est ingénieur mais qui a toujours eu du mal en fait avec ça et donc qui est plus souffert de cette entropie, de cet excès, cette accélération en fait que je prends de plein fouet. Les mecs de la Silicon Valley, les mecs de la Silicon Valley sont de plus en plus détendus par rapport aux problèmes éthiques liés à l'intelligence artificielle. C'est vrai, ils font même plus semblant. Ils sont là, ok, on exploite des enfants pour extraire des minerais, pour fabriquer plus de serveurs, pour faire tourner nos IA. Oui, c'est de l'esclavage. Et alors? Déjà, pas d'esclavage, pas de blues, pas de blues, pas de rock, pas de Johnny. Pas de Johnny, pas de Que je t'aime. Je critique cette obsession de la performance, de l'optimalité et puis du renouveau pour le renouveau en fait, à tel point qu'on ne sait même plus pourquoi on innove, mais on le fait parce qu'on... J'ai l'impression qu'aujourd'hui on fait les choses parce qu'on peut les faire et pas parce qu'on a besoin de les faire. Et dans l'IA, alors il y a certes des applications médicales qui sont nécessaires, peut-être certains métiers où ça aide, oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire dans tous les domaines. Et quand bien même on jugerait ça nécessaire, je pense qu'il faut se poser plusieurs fois la question. Donc oui, c'est une critique assez acerbe, des fois avec les tripes, on m'a déjà dit c'est engagé. J'étais content, j'ai pas l'impression de faire ça le point levé, mais c'est vrai que j'y ai mis toute ma colère en fait envers je t'ai dit, cette espèce d'impuissance face à l'innovation, peut-être face à la maîtrise de ces outils. Leur délire, c'est de penser que grâce à l'innovation, on va sauver les générations futures, donc les gens qui n'existent pas encore, en accédant à la vie éternelle. Pas parce que l'IA fait progresser la médecine, non, parce qu'on va télécharger nos consciences dans le cloud. C'est pas des complotistes qui disent ça, c'est pas l'oncle Jean-Mi à Noël un peu chargé qui a lu ça sur le forum Science et Haute Vie, non. C'est des gens qui sortent de Stanford, qui sont persuadés qu'on va uploader nos consciences dans des serveurs. Au service de la sacro-sainte croissance, il faut innover, sinon on tombe en obsolescence. Jusqu'à quand? Jusqu'où l'entropie augmente. La technologie était censée nous libérer et au contraire elle nous aliène au travail et puis même dans notre temps libre, parce qu'on libère du temps, mais on fait quoi de ce temps? Et bien là, il y a des gens qui bouffent notre temps de cerveau disponible, donc en fait ce temps libre, on le perd, donc on gagne du temps à perdre. Et je trouve ça complètement absurde. Je caricature ChatGPT comme vraiment un être bête, qui apprend bêtement à distinguer un chien d'un chat. Et j'aime bien le ramener à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un être qui n'est pas doué de conscience, qui n'est pas doué de volonté en fait. J'aime bien me moquer de ChatGPT, la remettre à sa place et remettre un peu à leur place les gens qui crient à tout va que l'IA c'est bien, qu'on va créer une IA générale qui va remplacer le meilleur des humains. Mais pourquoi en fait? On n'a pas besoin de ça. J'ai grandi dans les années 80, donc en fait vraiment à une époque charnière où il n'y avait pas encore la mondialisation, en tout cas c'était pas, ça n'avait rien d'anodin d'avoir quelque chose qui venait de l'étranger, un appareil, quelque chose. Il y avait beaucoup de contrebande encore si on voulait acquérir ces choses-là, notamment les antennes paraboliques. C'était très cher, c'était très taxé et c'était rare. Et donc nous, on a été parmi les premiers à avoir une antenne parabolique, qui était un truc très moderne, mais on a toujours eu un rapport très archaïque à la technologie, peut-être du fait d'une partie de ma famille qui vient vraiment du fin fond de la campagne, analphabète et tout. Et donc j'ai vraiment grandi dans ces deux mondes-là, avec une espèce d'aspiration à faire comme mes copains de l'école française qui avaient quand même accès à ces débuts de technologie un peu poussés. Et cette frange de ma famille qui ne savait pas lire, Et donc j'ai toujours eu un rapport ambivalent et donc un peu laborieux face aux technologies.
On avait des télécommandes et on ne savait pas s'en servir. Et ça nous rendait fous, c'est-à-dire qu'on nous réglait la parabole, ça allait bien, puis tu appuyais sur un bouton et tout se déréglait. Il y avait du vent, ça faisait bouger les paraboles. Tous les gens, je pense, dans les pays du Maghreb et en Afrique, j'imagine, ont connu ce truc de trouver le satellite en faisant tourner une parabole. C'est-à-dire que tu visais, mais tu visais rien en fait. Tu visais l'infini, quoi. L'humour se forge dès l'enfance, je pense, où qu'on soit. Après, le Maroc avait ça. Le Maroc et moi dans le Maroc, avec ma tête en effet de ma coupe à la Mireille Mathieu et ma tête d'asiatique, les gens avaient un regard sur moi un peu singulier parce que j'étais un peu, voilà, dans les années 80, 90, c'était rare les Asiatiques, les personnes, voilà, qui venaient de ces pays-là au Maroc. Et donc on était un peu l'ajb, c'est-à-dire l'objet rare, l'espèce de créature qu'on regarde un peu bizarrement. On m'appelait Jackie Chan, voilà. C'était ça que les gens avaient des clichés dans la tête. Donc j'ai appris à me défendre, sous couvert de tête de petit garçon gentil. C'est vrai que des fois, la colère faisait que ça m'énervait, que je répliquais de façon excessive des fois. Mon humour, je pense, est né dans une espèce de contraste de milieux sociaux surtout. C'est-à-dire que j'allais à l'école française, je fréquentais vraiment des personnes plutôt aisées, voire riches, voire très riches, des enfants de diplomates. Et puis à côté de ça, j'avais les enfants de mon quartier avec qui on jouait au foot dehors, dans la rue. J'étais cette partie de ma famille qui venait de la campagne, qui venait vraiment des fois pieds nus, qui sentait les tables. Ça, c'était unique. C'est pas le cas de tout le monde de vivre ça dans la même journée. Et donc j'ai toujours eu beaucoup de cette sensibilité et cette attention pour ces personnes-là. Et puis conscience de cet écart. Cet écart, donc ce décalage, en se plaçant dans un camp ou dans un autre, forge un regard, et donc l'humour.